que peut-on encore dire ou écrire à propos de l'interprétation du droit après tout ce qu'on a entendu depuis ce matin? Donc, je vais me limiter à rappeler que l'interprétation est d'abord mal vue. Elle est mal vue car elle exprime une certaine défaillance de la règle juridique qui doit être, je le rappelle, limpide, visible et accessible. C'est même l'une des conditions de la sécurité juridique. L'interprétation est pourtant vitale pour le droit. Elle permet le maintien de la règle juridique, son adaptation à une nouvelle réalité ou une nouvelle réalité et sa survie. Quoi de plus évident que le rôle de l'interprétation dans le maintien d'une constitution datant de plus de 2 siècles, et je pense ici au cas de la constitution américaine. Vu sous cet angle, l'interprétation est aussi un moyen de dire le droit en dissipant le doute sur son sens et en arrêtant ainsi ce que Jacques Chevalier appelle la dérive des significations. Après une vision limitant l'interprétation à découvrir le sens de la règle juridique par un acte de connaissance, vient la théorie réaliste de l'interprétation qui nous apprend que les énoncés juridiques n'ont de sens qu'à travers un acte de volonté faisant partie de la production de la règle. Avant cela, la théorie kelsenienne du droit nous renvoie à 2 sortes d'interprétation. L'interprétation des organes d'application du droit qu'il appelle interprétation authentique et l'interprétation des juristes qui prennent le droit comme objet de recherche. Alors sur ce point, Kelsen lui-même emploie l'expression interprétation authentique dans un sens un peu différent du sens ordinaire. Dans la langue ou dans le langage juridique classique, l'interprétation authentique est celle qui émane de l'auteur même du texte à interpréter. Par exemple, je dirais le pouvoir constituant pour la Constitution ou le pouvoir législatif pour les lois. Pour Kelsen, l'interprétation authentique est celle à laquelle l'ordre juridique fait produire des effets. Elle peut émaner de n'importe quelle autorité habilitée à interpréter. Par exemple, les cours constitutionnelles ou les juridictions constitutionnelles, mais pas que ça. Selon Michel Tropper, la conception kelsenienne de l'interprétation authentique est fondamentalement liée à l'interprétation comme acte de volonté, ce qui revient à dire qu'il n'y a pas, et là je cite, qu'il n'y a pas de signification véritable de la loi autre que celle qui est déterminée par l'interprétation authentique. Ça a été expliqué tout à l'heure par Sisley. L'interprétation est donc, disait Tropper, une décision. À ce titre, elle n'est donc ni vraie ni fausse, car quel que soit son contenu, l'ordre juridique lui donne des effets. On peut par exemple trouver que telle ou telle interprétation du juge constitutionnel n'est pas convaincante, il se trouve que c'est cette interprétation qui prévaut. La théorie réaliste de l'interprétation cite les juridictions principalement, mais pas exclusivement. On le lit clairement, le président de la République française, par exemple, est l'interprète authentique de l'article 16 de la Constitution de 1958. Mais, et ça c'est Michel Tropper qui le dit et qui l'explique clairement, mais c'est aussi le Parlement qui décide ce que c'est que la haute trahison dont le président de la République peut se rendre coupable. La conclusion me semble parfaitement vérifiable en Tunisie. Si le premier, c'est-à-dire le président, prend sa décision en considérant la possible décision du second, c'est-à-dire le Parlement, l'interprétation authentique est dans ce cas précis celle qui est imposée par un rapport de force entre autorités compétentes. Là, je cite Tropper, mais je pense également au fait que la mise en œuvre de l'article 80 en Tunisie a fait échec à la mise en œuvre de l'article 88. Ces aspects conceptuels étant un peu clarifiés, il importe de vérifier à travers cet exposé quelle est la portée de l'interprétation présidentielle de la Constitution. L'interrogation porte donc sur la portée et non pas sur la validité pour les raisons que je viens d'expliquer. Donc, si elle est authentique, donc ni vraie ni fausse, même si on peut la critiquer par une interprétation scientifique.
Notre réponse partira essentiellement de la pratique constitutionnelle tunisienne. Et à ce titre, nous avons pu voir deux sortes de situations. La situation où l'interprétation du président intervient dans le domaine des autres pouvoirs constitués. Et on verra ça dans un premier moment. Et puis l'interprétation intervenant dans le domaine du pouvoir exécutif. D'abord, l'interprétation du président face à d'autres pouvoirs constitués. J'entends déjà par pouvoir constitué, ici, le pouvoir constituant dérivé en premier lieu et le pouvoir législatif en second lieu. D'abord, l'interprétation du président menant à concurrencer le pouvoir constituant dérivé. Alors, le pouvoir constituant dérivé est le pouvoir qui est habilité à réviser la Constitution. Je commencerai par un exemple qui devient récurrent ces derniers moments, c'est l'interprétation faite par Charles de Gaulle en 1962, que Amine apprécie particulièrement. Dans le contexte de la guerre d'Algérie et ayant deux chambres qui sont hostiles à une révision permettant le suffrage universel pour choisir le chef de l'État, De Gaulle a décidé lors d'un conseil de ministres de recourir au référendum prévu par l'article 11, en vertu duquel le président de la République peut soumettre au référendum tout projet de loi sur l'organisation des pouvoirs publics. Donc, on parle ici de projet de loi. Par décret du 2 octobre 1962, le président de la République française a décidé de soumettre un projet de loi constitutionnel relatif à l'élection du président au référendum, ce qui mène à une révision de la Constitution en dehors des règles et procédures fixées par l'article 89 de la Constitution française. Alors cet article 89 dit que le projet ou la proposition de révision doit être votée par les deux assemblées en termes identiques et que la révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Selon cet article 89, donc, le référendum sur un projet de loi constitutionnelle ne peut intervenir qu'après une délibération parlementaire et non pas directement sur un texte ou par un texte élaboré par l'exécutif, comme dans le cadre de l'article 11 qui ne porte que sur les projets de loi ordinaires. Alors, sur cette question, le Conseil constitutionnel français a décliné sa compétence pour contrôler les lois référendaires, selon le Conseil, expression directe de la souveraineté nationale. Ceci a été fait par une décision du 6 novembre 1966. Ce choix a été critiqué par les parlementaires, vu comme une violation de la Constitution, et on sait tous que le gouvernement Pompidou en a payé les frais après une motion de censure qui elle-même a mené à la dissolution du Parlement par le président de la République. Alors, difficile à dire si cette dérive présidentielle est le produit d'une interprétation présidentielle de la Constitution ou exprimant une volonté d'instaurer la prépondérance du président qui était impossible sans cette révision. Le contexte de cette révision a fait dire à René Capitan, par exemple, que le recours à l'article 11 est une consécration de la souveraineté du peuple, car le référendum de l'article 89 n'intervient qu'après que le projet de révision ait été élaboré par les chambres, de sorte que la décision populaire devient ici juste un veto. Il évoque également l'article 3, selon lequel la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum, et s'interroge, je le cite, que devient ce principe si on doit l'interpréter à la lumière de l'article 89, il en résulterait que la souveraineté populaire ne s'étendrait pas au pouvoir constituant. Fin de citation. Alors, il semble que ce précédent français a fortement inspiré le président Kais Saied. Le décret 117 en dit long. Je lis dans les considérants de ce décret que, considérant que la Constitution dispose que le peuple est le titulaire de la souveraineté, tel que prévu par son préambule et mentionné dans son article 3, considérant que si le peuple
n'étant pas en mesure d'exprimer sa volonté et d'exercer sa souveraineté en vertu des dispositions constitutionnelles en vigueur, la souveraineté prévaut sur les dispositions relatives à son exercice. On insiste un peu plus loin. Je suis toujours dans les considérants. Considérant que le principe est que la souveraineté appartient au peuple et que si le principe s'oppose aux procédures relatives à son application, la prééminence du principe sur les formes et les procédures s'impose. Fin de citation. Il me semble donc que le président vise ici d'autres dispositions interprétées comme entravant l'exercice effectif de la souveraineté. Je cite par exemple parmi ces dispositions qui semblent entraver l'exercice de la souveraineté, l'article 82 qui permet au président de la République de recourir exceptionnellement et pendant le délai de renvoi, le retour vers le peuple par référendum, mais sur des lois adoptées par l'Assemblée déjà et en matière de traités ou de droits et libertés. Pour ce qui est de la révision de la Constitution, le seul pouvoir dont dispose le président aussi est de revenir au peuple après approbation des membres de l'Assemblée en soumettant la révision au référendum. Ça, c'est l'article 144. Donc, dans les deux cas de figure, la souveraineté du peuple ne s'exprime donc qu'à travers ses représentants, alors même que l'article 3 de la Constitution nous dit que le peuple est titulaire de la souveraineté et la source des pouvoirs, qu'il les exerce à travers ses représentants élus ou par voie de référendum. Alors, aucune suite n'a été donnée dans le reste de la Constitution à cette dernière situation. Il me semble donc que le président de la République a décidé du sens à donner à l'article 3 pour décider de l'issue de cet état d'exception. En effet, selon l'article 22, le président de la République élabore les projets de révision relatifs aux réformes politiques pour l'établissement d'un véritable régime démocratique dans lequel le peuple est effectivement le titulaire de la souveraineté. L'article ajoute que ces projets de révision sont soumis par le président de la République au référendum pour approbation. Voilà donc une interprétation qui ne se limite pas à chercher la véritable intention de l'auteur du texte, en l'occurrence la volonté du pouvoir constituant, mais qui tend vers un autre sens, plus conforme à une attente déterminée. Et là, je cite l'expression utilisée par Jacques Chevalier. Référendum pour réviser la Constitution ou encore pour en avoir une autre. Dans les deux cas, le président se substitue à la fois au pouvoir constituant originaire en interprétant la Constitution. Oui, oui. Peux-tu mettre ta caméra, s'il te plaît? Pardon. On me dit qu'elle ne fonctionne pas. Ah, d'accord. Oui, oui, je l'ai oublié. Voilà, ça marche? Ça marche, oui. Voilà. D'accord. Alors, donc, référendum pour réviser la Constitution ou encore pour en avoir une autre, dans les deux cas, je disais, le président de la République se substitue à la fois au pouvoir constituant originaire en interprétant la Constitution et au pouvoir constituant dérivé en se donnant le pouvoir de révision, même s'il le fera ou il le fait ou il le compte le faire à travers le peuple. Deuxième question ou deuxième aspect, l'interprétation du président menant à concurrencer le pouvoir législatif. Et là, je parlerai d'un cas particulier qui est le refus de la promulgation. D'abord, l'article 81 de la Constitution prévoit que le président de la République promulgue les lois et ordonne leur publication au journal officiel dans un délai n'excédant pas 4 jours à compter de l'expiration des délais de recours en inconstitutionnalité et de renvoi sans que l'un d'eux n'ait été exercé. Alors, cette possibilité de renvoi et de recours en inconstitutionnalité ne peut se réaliser que suite à une interprétation de la Constitution et du texte voté, qui crée alors un doute soit sur la pertinence politique, je pense notamment au renvoi ici, soit sur la question de la constitutionnalité.
Alors, le recours en inconstitutionnalité n'a pas été beaucoup utilisé depuis 2014. Je cite par exemple ici le recours qui a été fait par le président Monsouf Marzouki à propos de la loi de finances de 2015, à propos de son respect des articles 41 et 49 de la Constitution. À côté du recours en inconstitutionnalité, la Constitution a donné au président le pouvoir de renvoyer les projets de loi sur lesquels il a des réserves. Alors, la Constitution ne précise pas les raisons du renvoi, ce qui laisse toute latitude au président de le fonder soit sur sa propre interprétation de la Constitution, soit sur des raisons, et pour des raisons, là aussi, politiques. Or, en dehors de ces cas constitutionnellement garantis, c'est-à-dire le recours ou le renvoi, la pratique tunisienne nous présente des cas où l'interprétation de la Constitution par le président le pousse à ne pas promulguer des lois car considérées comme inconstitutionnelles. Alors que la Constitution prévoit la promulgation à l'expiration des délais de recours en inconstitutionnalité et de renvoi ou après la décision de constitutionnalité, nous avons eu des précédents où le président de la République décide autrement en considérant que la loi en question est contraire à la Constitution. Le premier précédent a été créé par ce Bejired Sebsi lorsqu'il a refusé de promulguer la loi relative à la révision de la loi électorale. Après un recours fait par les députés le 8 juillet 2019, l'instance provisoire a rendu sa décision numéro 4 dans laquelle elle affirme la constitutionnalité de la loi. Le président de la République, au lieu de la promulguer, il a préféré de ne pas le faire et ce, contrairement à ce qui est prévu par l'article 81 de la Constitution. Alors, est-ce que c'est la pression politique? C'est l'interprétation de certains politiques comme de certains juristes qui ont mené le président à violer la Constitution pour éviter une loi aussi qui violerait la Constitution, ou alors c'est sa propre interprétation de la Constitution. En tout cas, l'état de santé du président à l'époque ne permet pas de trancher sur ce point. Le deuxième précédent de refus de la promulgation a été créé par le président Kais Saïed. Le 25 mars 2021, l'Assemblée adopte la fameuse loi révisant la loi sur la Cour constitutionnelle dans les conditions que nous connaissons et avec l'intention aussi que nous connaissons. Le chef de l'État a précisément décidé d'utiliser son droit de renvoi. Ce renvoi exprime déjà, à notre sens, une certaine interprétation de la Constitution. Et le 4 avril 2021, le président de la République a déjà rappelé aux représentants du peuple qu'il a juré de respecter la Constitution et que cette dernière lui permet déjà le renvoi. Sur cela, le président s'est également arrêté en interprétant lui-même le concept des délais, en rappelant les termes de l'article 148 de la Constitution, en rappelant que le dépassement de ce délai aussi est une violation irréversible de la Constitution. Rappelons tout de même que certains sont allés dans le sens d'un délai facultatif, traduction, pour justifier le retard accusé pour l'installation de la Cour. Alors, le président a considéré que la révision de la loi de 2015 est juste motivée par des considérations de mainmise politique sur la future Cour. Il a rappelé dans la même lettre que seule la promulgation donnera effet exécutoire à la loi. Alors, ce qu'il faudra peut-être rappeler, c'est que le 4 mai 2021, le veto présidentiel a été dépassé par la majorité requise et c'est à ce moment-là que certains députés ont saisi l'instance pour se prononcer sur la constitutionnalité
du projet de loi. L'instance a rendu sa décision le 2 juin 2021. Elle a renvoyé le projet de la loi relative à la Cour constitutionnelle au président sans se prononcer sur sa constitutionnalité pour défaut de majorité. Le silence de l'instance devenu récurrent sur toutes les décisions importantes a probablement encouragé le président à refuser la promulgation. Voilà donc pour ce deuxième cas. Alors, si tel est le cas pour la promulgation, passant d'une obligation procédurale claire à une faculté donnant au président un ultime droit de regard sur le législatif, qu'en est-il du pouvoir exécutif dont il fait partie? Deuxième partie donc, l'interprétation du président pour assurer sa prépondérance au sein de l'exécutif. Ce ne sont que 2 années de pouvoir pour le président Kais Saïed, mais 2 années qui sont marquées par une interprétation que je qualifierais de présidentialiste de la Constitution. 3 domaines le prouvent. La question du commandement des forces armées, la question de la désignation du gouvernement et la question de l'état d'exception. D'abord, l'interprétation des pouvoirs en tant que commandant suprême des forces armées. La Constitution tunisienne prévoit dans son article 77 que le président de la République représente l'État, qu'il lui appartient de déterminer les politiques générales dans les domaines de la défense, des relations étrangères et de la sécurité nationale relative à la protection de l'État et du territoire national des menaces intérieures et extérieures, et ce, après consultation du chef du gouvernement. La Constitution habilite également le président à présider le Conseil de sécurité nationale, auquel doivent être convoqués le chef du gouvernement et le président de l'Assemblée. Il peut assurer le haut commandement, il est habilité à assurer le haut commandement des forces armées, sans dire plus, de déclarer la guerre et de conclure la paix après approbation de l'Assemblée. L'article 78 dispose également que le président dispose, selon la Constitution, du pouvoir de nommer, je cite, aux emplois supérieurs, militaires, diplomatiques et de la sûreté nationale, et peut y mettre fin après consultation du chef du gouvernement. La Constitution traite, à vrai dire, à 2 reprises de la défense et de la sécurité nationale, mais elle ne dit pas plus sur la nature de cette consultation, sa teneur, ses formes, ses conséquences, et ça a laissé une grande marge de manœuvre pour le président. Jusque-là, jamais ces dispositions n'ont posé problème pour les présidents tunisiens. Jusqu'au 18 avril 2021, lorsque le président Kais Saïed déclare devant les forces de la sécurité intérieure qu'il est le commandant suprême de toutes les forces armées, c'est-à-dire non seulement des forces de l'armée nationale, mais aussi des autres corps porteurs d'armes. L'affirmation était même reproduite sur le site officiel de la présidence, où on peut clairement lire le président de la République, commandant suprême des forces militaires et des forces de sécurité. Al-Qa'id al-A'la lil-Quwwat al-Musallaha al-Askariya wal-Madaniya. C'était écrit comme ça sur le site de la présidence. Lors de cette même occasion, le président de la République a fait référence à la première version de la Constitution de 1959, où il était clairement question des forces armées militaires, alors que la Constitution de 2014 traite seulement des forces armées, ce qui permet d'y introduire tous les corps armés. Je vais vous citer quelques extraits prononcés par le président à cette occasion. جئتكم, je cite, جئتكم بالنص الأصلي للدستور الأول الذي ختمه الحبيب بورقيبة والذي ينص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات العسكرية، وجئتكم بنص الدستور الذي ختمه المرحوم جلولي فارس وينص
الفصل 46 منه على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية. ثم أضاف رئيس الجمهورية: وجئتكم في الدستور الحالي رئيس الجمهورية يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة. ولم يأتي في هذا النص الدستوري بيان للقوات المسلحة العسكرية كما ورد في دستور 59. وأضاف رئيس الجمهورية: تعلمون أن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية المتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة الحكومة. وأضاف وأنهي هنا مقولة رئيس الجمهورية: رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية، فليكن هذا الأمر واضحا بالنسبة إلى كل التونسيين في أي موقع كانوا. لا أميل إلى احتكار هذه القوات، لكن وجب احترام الدستور. Fin de citation. La question qui se posera à partir de cette interprétation est fortement liée au choix du régime politique. En effet, on peut s'interroger comment concilier cette interprétation avec les exigences de l'article 89 qui associe le président de la République seulement au choix des ministres de la Défense et des Affaires étrangères. Comment avoir un ministre de l'Intérieur sous les ordres du chef du gouvernement alors que ses subordonnés seront sous les ordres du président selon cette interprétation? Bien sûr, ce genre de disposition existe dans votre constitution et lorsqu'on regarde un petit peu le droit comparé, par exemple, je reviens à la constitution portugaise et qui accorde ce pouvoir d'être chef des armées au président, mais et qui accorde au président le droit de nommer et de révoquer ses chefs sur proposition du chef du gouvernement, et on cite les trois armées, donc terre, air, mer, et c'est clair que ça va dans le sens de l'aspect militaire. En France également, même si le régime est différent, la question se pose seulement lorsqu'il y a en période de cohabitation essentiellement, et la doctrine a essayé de trouver une solution à cela en disant que lorsqu'il y a confrontation, ou pour éviter la confrontation, il faut se dire que la direction des forces armées revient au chef de l'État et la disposition des forces armées reviendrait au Premier ministre. Donc, dans les deux cas de figure, le débat porte sur l'armée nationale et non pas sur toutes les forces ayant des armes. Deuxième point, ou deuxième occasion qui permet l'interprétation du président, c'est l'interprétation des pouvoirs dans le processus de désignation du gouvernement. Alors, l'article 89 de la Constitution prévoit la procédure de la formation du gouvernement suite aux élections législatives. Et c'est un article qui a déjà fait l'objet d'une interprétation qui est faite par l'Assemblée des représentants du peuple, et ce, à travers un règlement, leur règlement intérieur, et à travers une pratique qui s'est installée depuis 2014. Comme dans les régimes parlementaires, l'article 89 parle d'un gouvernement qui obtient la confiance sur la base de sa politique, de la présentation de sa politique. Le gouvernement étant solidaire, la confiance ou son retrait doivent se faire en bloc normalement. Or, les rédacteurs du règlement intérieur en décident autrement en l'absence de tout contrôle de sa constitutionnalité, ce qui a donné la pratique du vote de confiance ou de motion pour chaque ministre et donc l'intervention du pouvoir législatif pour chaque remaniement. Et à partir de 2019, notamment, la crise politique entre les deux têtes du pouvoir exécutif d'un côté et entre le président de la République et la majorité parlementaire de l'autre a mené à une sorte de guerre des interprétations. Il faudra rappeler que le président a donné sa propre interprétation de l'expression « la personne la plus à même de former un gouvernement ». Cela nous a donné d'abord le gouvernement faire faire,
Et cela nous a donné ensuite le gouvernement de Mechichi. Alors, par rapport à cela, la crise a commencé juste avec la composition du premier gouvernement de M. Mechichi, choisi par le chef de l'État, mais entré donc vite en conflit avec lui pour des raisons politiques. Cette crise a pris une ampleur particulière lorsque le chef du gouvernement a annoncé de procéder à un remaniement ministériel. Le 26 janvier 2021, l'Assemblée des représentants du peuple a voté pour ce remaniement et la procédure constitutionnelle devait se terminer par la nomination des nouveaux ministres et la procédure du serment devant le chef de l'État. C'est là précisément que ce dernier refuse la nomination et la procédure du serment. Alors, ces arguments sont nombreux. Il s'agit d'abord de ne pas avoir été consulté par M. Mechichi pour la composition du gouvernement, première chose. Deuxième chose, il s'agit d'un choix de ministres accusés de corruption et ou de conflit d'intérêts. Et troisièmement, et c'est ça qui renvoie à l'interprétation de la Constitution, il s'agit de la procédure suivie pour le remaniement. Et selon le chef de l'État, l'article 89 de la Constitution ne prévoit pas la procédure du passage par l'Assemblée pour obtenir la confiance après un remaniement. Donc pour lui, c'est l'article 144 du règlement intérieur qui a violé la Constitution en prévoyant le retour vers l'Assemblée pour obtenir la confiance pour chaque ministre et parce qu'il considère donc que la procédure elle-même viole la Constitution, il décide donc de ne pas procéder à la nomination et vous connaissez la suite et le blocage qui s'en est suivi. Je termine avec le dernier cas. Alors, le dernier cas, c'est l'interprétation que je peux qualifier d'interprétation contralégème des pouvoirs d'exception. Alors, tout a été presque dit sur cet aspect. On a trop parlé de l'article 80, mais je rappelle quand même que d'abord, c'est le président qui a jugé utile de revenir à l'article 80. Le recours à l'article 80 a été déjà fait avant le 25 juillet, ça a été déjà fait concernant la limitation de la circulation et des attroupements en dehors des horaires d'interdiction de la circulation à l'occasion de la crise ou à cause de la pandémie. Le recours à l'article 80 permet de sortir des règles ordinaires de partage des pouvoirs tout en restant dans le cadre de la Constitution. Mais le pouvoir que détient le président en l'absence d'une cour constitutionnelle peut passer insensiblement d'un pouvoir discrétionnaire à un pouvoir arbitraire. Les mesures décidées à partir du 25 juillet rentrent, il me semble, dans ce cadre. Alors, il était question d'interpréter toutes les conditions de l'article 80, c'est-à-dire dans chaque condition de l'article 80, il y a une interprétation qui est faite par le président. Il fallait d'abord interpréter les conditions, péril imminent menaçant l'intégrité territoriale, la sécurité ou l'indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Alors, vous voyez que chacun de ces termes mérite une interprétation. Qu'est-ce qu'un péril? Comment est-ce que je le considère comme imminent? Qu'est-ce que le fonctionnement des pouvoirs publics? Ainsi de suite. Deuxième chose, interprétation de la consultation du chef du gouvernement et du président. Est-ce que c'est une information? Quelle forme prend cette consultation? Comment est-ce qu'on la voit? Est-ce qu'un refus après consultation vaut quand même consultation? Donc, tout cela donne au président de la République, et c'est l'article 80 qui le permet, cette possibilité d'interpréter. Troisième point, l'interprétation des mesures. L'article parle des mesures qu'il faudra prendre pour le retour au fonctionnement des institutions. Alors, le contenu de ces mesures, leur forme, leur nature, des mesures d'ordre législatif, exécutif, là où le président considère par exemple que les réformes politiques peuvent être entreprises en période d'exception, alors même que la mise en œuvre de l'article 80 est justifiée par le retour au fonctionnement
régulier des institutions. Donc, on voit très bien que l'interprétation peut aller dans un sens comme dans un autre. L'interprétation de la partie qui dit que l'Assemblée des représentants du peuple est considérée en état de session permanente, comment est-ce qu'on peut interpréter cela? Est-ce que c'est une phrase qui mérite interprétation? Est-ce que la décision de geler l'Assemblée rentre dans ce cadre ou pas? Donc, c'est ça la question, où ce sont ces différents niveaux où le président a tout simplement décidé de donner sa propre lecture, même pour les dispositions les plus simples et les plus évidentes à appliquer. Alors, sur l'ensemble des mesures décidées ou les projets pris dans le cadre de l'article 80, on voit bien la dérive, non pas forcément de la lettre ou seulement de la lettre de la Constitution et de l'article 80, mais aussi de son esprit. Appliquer l'article 80 pour rétablir le fonctionnement des institutions est une chose, l'appliquer pour les changer en dehors des procédures constitutionnelles en est une autre. Je pense que le constituant tunisien sur ce point n'a pas été aussi vigilant que les constituants étrangers. Je cite le constituant, par exemple, portugais, qui a expressément interdit la révision de la Constitution en période d'état de siège ou d'état d'urgence. Donc, l'ensemble ou la mise en œuvre de cet article 80 nous montre l'ampleur et l'importance de l'interprétation et du pouvoir que donne l'interprétation au chef de l'État, notamment en l'absence d'un contrôle sur ce pouvoir. Donc, au final, et je conclue par ça, la Constitution qui vient de fêter ses 8 ans d'existence n'est pas tellement la victime de la guerre des interprétations, il me semble. Il me semble qu'elle est victime de la guerre des interprètes qui font partie prenante du jeu politique dont elle détermine les règles. Alors, tout dépendra des gagnants du moment, finalement. Ils peuvent changer les règles du jeu jusqu'à ce qu'il y aura un autre gagnant. Et je m'arrête là et je vous remercie.